Mercredi 21h, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur DBS. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents, un programme pour vous, parents, ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. En tant que parents, il nous arrive de ne plus rien comprendre dans le langage de nos jeunes. Vous avez certainement déjà entendu les expressions comme « je wanda », les « wefort ». Dans notre contexte camerounais, il s'agit du camfranglais, un argot basé sur le français, l'anglais et les langues camerounaises, très prisé par les jeunes. Quels enjeux sociétaux se cachent derrière ce langage jeune? Ne pas pouvoir saisir les subtilités du langage de nos enfants? Fait-il partie du processus de leur autonomie? Cela impacte-t-il leur façon d'écrire correctement? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de trouver des explications avec le concours de nos invités en première partie de ce programme. Dans notre rubrique mots d'enfants, nous faisons un gros plan ce soir sur la jaunisse chez les bébés. Et puis le cri de cœur est celui d'un parent désemparé face à son fils qui sèche les cours pour les petits jobs. Voilà présenter la vitrine de ce nouveau numéro. L'argot des jeunes, c'est le thème de notre émission de ce soir. Le langage, encore appelé langage des cités, il a conquis le cœur des adolescents avec un vocabulaire qui évolue de jour en jour entre quête d'identité, écart à la norme langagère. Nous allons déchiffrer avec notre invité, Monsieur Daniel Monguélé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes enseignant et expert en développement durable. Quel est le regard que vous portez sur le parler jeune de nos jours? Oh, le regard que je peux porter est celui de la consternation presque la plus totale, parce que l'expression jeune, argot, dénote comme un déclin, n'est-ce pas, de notre société. Les jeunes, peut-être parce qu'ils veulent se réfugier dans leur monde à eux, parce qu'ils veulent être coupés des parents que nous sommes, ils ont donc trouvé comme un gîte dans lequel ils se réfugient pour échanger entre eux, afin qu'ils ne soient pas compris de nous, d'où ces écarts de langage, qui sont peut-être un phénomène de mode également chez les jeunes. Et je me dis également que tel que j'observe la société jeune, le milieu scolaire, le tremplin de cet égarement peut être également les stupéfiants, la mauvaise camaraderie qui veut que lorsque nous nous retrouvons dans les mains de mauvais camarades qui nous dictent leurs lois, qui nous dictent la conduite à tenir, qui nous dictent de les suivre dans leur façon de voir le monde, eh bien, tout cela engendre donc ces écarts de langage qui sont pour eux une expression de leur identité propre qui les démarquerait donc de la société. Et nous sommes au regret de constater que ça ne va pas. Parce que malheureusement, même dans leurs écrits, leurs enseignants constatent que leur façon de s'exprimer ne tient plus la route. Il est donc lieu de s'inquiéter. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de sonner l'alerte maintenant, afin que les jeunes prennent conscience de ce qu'ils sont l'avenir. L'État les appelle souvent le fer de lance de la nation, ce qui veut tout dire. Nous allons déchiffrer tout au long de cette émission, Monsieur Monguélé. Colin Bekatal est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Colin. Bonsoir, Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, je vais bien, merci. Vous avez fait un reportage sur l'argot des jeunes dans notre cité. Vous avez recueilli l'avis de plusieurs parents. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Célanet, Cyril Nanchon et Eliane Ndeni.
Les générations se succèdent et la jeunesse suit son temps. Celle-là même qui est fascinée par la défense de sa place dans la société. Les jeunes d'ailleurs, mais aussi ceux d'ici recherchent mordicus une identité commune qu'ils expriment bien des fois par un vocabulaire argotique. Pour le cas du Cameroun, l'état des lieux dans les métropoles confirme les faits. Douala en est une parfaite illustration. La tendance est si omniprésente que les moins jeunes s'y prêtent au jeu. Gars, tu m'imbaques quoi? Tu me sissia, mon pâté est là. La problématique de l'influence sur les enfants de l'usage des langues hybrides se pose. De cette question soumise à l'appréciation des adultes, il en est résulté plusieurs analyses. L'argot serait donc, selon certains, une entrave à la maîtrise telle quelle des langues coloniales enseignées dans les écoles et pratiquées dans les lieux publics. Donc moi je ne suis pas d'accord qu'on amène les enfants à utiliser les termes argotiques pour s'exprimer. Parce que ça dénature fondamentalement leur performance au niveau de l'école, puisqu'ils n'ont pas la parfaite maîtrise de la langue. Je dénote une baisse du niveau de la langue française auprès de nos enfants. Les enfants n'apprennent plus, les enfants n'étudient pas, les enfants ne recherchent pas pour améliorer le niveau de leur langue. Donc ce n'est pas des choses à conseiller. Je peux plutôt encourager de travailler davantage pour relever leur niveau de français. Une autre lecture de la chose est bien différente. L'on y voit l'émergence d'une génération en quête d'une identité camerounaise pour ceux d'un pays qui compte des centaines de communautés et donc de dialectes. L'argot pour cette catégorie de personnes est à encourager. Le pidgin, ça identifie un peuple. De la même manière que nous ne sommes pas des Français et nous écrivons le français. Mais il faut quelque chose qui nous identifie, qui nous distingue de la langue de Molière. C'est un peu dans cette optique qu'on peut dire que le Cameroun a une particularité. Mais le vocabulaire est susceptible de révéler des personnalités. Il y en a qui attribuent à tort ou à raison le langage argotique à des personnes peu recommandables du point de vue de la morale, une éventualité dont il faut tenir compte à la lumière de ceci. Lorsque nous arrivons souvent dans un secteur mal en point, nous sommes obligés de nous adapter. Boy, how are you? Mais gars, c'est comment? Laisse-moi passer. Pour des initiés, le décryptage de ce code peut dispenser son usager d'une agression. L'homme peut donc imaginer qu'il pourrait en être des interlocuteurs. Mais lorsqu'on y pense, le créole, le pidgin, pour ne citer que ces langues, ne sont-elles pas hybrides, mais combien si bien structurées? Le mélange à l'usage des langues françaises, anglaises et vernaculaires pour le cas du Cameroun pourrait donc en soi ne pas être une chose mauvaise. Le temps est peut-être juste à son organisation. Pour que cet argot soit un avantage pour nos langues, il faut que les chercheurs en linguistique puissent s'intéresser avec beaucoup d'intérêt et qu'ils implémentent donc ça comme des éléments nouveaux de la langue. Il y a des argots, thèmes argotiques qui sont reconnus aujourd'hui dans l'Académie de France. L'Académie de langue française a reconnu certains thèmes argotiques qui sont utilisés en Afrique, qu'ils ont fini par la force des choses à insérer dans la langue, question d'enrichir cette langue. Et vous, parents, quel regard portez-vous sur vos enfants aux côtés du vocabulaire argotique qui a pignon sur rue? Une banalité qui vous laisse indifférent? Un atout? Ou encore un indice de délinquance dont il faut se débarrasser à tout prix? À vous d'en décider. C'était le reportage sous la plume de Colombe Catal qui est avec nous sur ce plateau. Colombe Catal, vous avez capté l'attitude des parents, on l'a suivi tout à l'heure. Vous avez certainement également rencontré des jeunes. Quelle est leur attitude sur la question? Des jeunes sont bien impliqués. C'est de tout âge. On a l'impression qu'à Douala, il suffit qu'un enfant arrive à s'exprimer et puis on l'identifie, n'est-ce pas, dans l'usage de l'argot. Alors, on se rend bien compte de ce que à l'école et partout ailleurs, il n'y a pas 2 ou 3 phrases qu'un jeune puisse construire sans toutefois qu'on y décèle une allure argotique. Mais on se rend aussi bien compte d'un autre fait, c'est que lorsqu'on attire leur attention sur la situation, ils se rétractent un peu. C'était le cas lorsque nous réalisions, n'est-ce pas, ce reportage. Nous n'avons pas pu avoir qui ait le courage de s'exprimer devant la caméra. Je me suis bien demandé pourquoi. J'ai l'impression qu'ils se rendent bien compte lorsque on s'approche d'eux, qu'ils sont sous le coup d'une évaluation. On a l'impression qu'ils réalisent à coup sûr qu'ils tiennent un langage qui n'est pas formel. Voilà, et ils s'y cachent. Mais
la chose est vraiment généralisée. On a l'impression d'ailleurs qu'il y en a qui sont tellement impliqués qu'ils ne réalisent pas pendant qu'ils sont en train de s'exprimer de ce qu'il y a des expressions qui ne sont pas lexicales. C'est tellement courant que si on lui demandait ce que tu as dit, est-ce qu'on peut le trouver, alors qu'il va se rendre compte, ou peut-être même ne pas se rendre compte qu'il a tout dit, mais c'est pas du français ou même de l'anglais en fait. Vous avez également relevé dans votre reportage que l'argot peut être un identifiant des délinquants. Dites-nous un peu plus. Oui, en fait, le témoignage de ce monsieur a attiré mon attention sur le fait. Je n'avais pas regardé la chose sous cet angle, mais avec un peu de recul, et je me suis rendu compte, après analyse, que c'est tout à fait logique. Parce que les délinquants, c'est une société. Alors, s'ils sont constitués en confrérie, ça veut dire qu'ils doivent avoir un jargon. Alors, c'est un jargon, dans la plupart du temps, constitué, n'est-ce pas, de ces expressions argotiques. C'est des gens qui doivent parler d'argent, ils doivent parler d'embuscade, ils doivent parler des choses un peu qui ont un rapport avec leur activité. Et puis, on ne les trouve pas en train d'expliquer, comment je veux dire, d'utiliser des expressions que tout le monde va comprendre. Alors, manifestement, c'est aussi une caractéristique, n'est-ce pas, de ces jeunes gens qui n'ont pas une bonne moralité, parce qu'on sait que c'est des gens qui évoluent sous l'ombre. Et évoluer sous l'ombre voudrait dire aussi dissimuler, n'est-ce pas, bien qu'étant au milieu des gens, des choses qu'on véhicule, dissimuler en quelque sorte la communication. Et c'est là donc en fait que repose la crainte de beaucoup de parents. Parce que quand un enfant commence à s'exprimer, on se demande bien à quel camp est-ce qu'il appartient en fin de compte. Voilà. Merci Colin Bekatal, une fois encore avec méthode et verbe, vous avez planté le décor de cette édition. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, nous y serons, s'il plaît à Dieu. Monsieur Manguele, vous êtes d'avis avec Colin Bekatal que c'est un langage qui identifie un groupe? Tout à fait, tout à fait. C'est une très belle analyse, hein. C'est une belle vision des choses. C'est ce que je disais tantôt, que les apprenants au lycée, dans des collèges, ont mis en place une sorte de langage qui leur est propre, donc qui les identifie eux particulièrement, et qui veut donc que quand ils se retrouvent dans ce carcan, dans leur cercle fermé, hein, qui n'est donc pas ouvert à tout le monde, c'est eux seuls qui comprennent comment fonctionne leur cercle, et là-dedans, donc, c'est codifié, de sorte que l'étranger est perdu, à moins qu'on consente finalement à rentrer dans leur jeu. C'est alors qu'on peut finalement décoder ce langage, qui est bien, je dis bien codifié, et qui a du sens, hein, dans leur petit cercle. Et comme il a si bien noté, hein, avec emphase, hein, j'ai apprécié, parce qu'il a montré que c'est un identifiant. Et c'est des groupes de jeux de poker qui développent ce genre de langage. Ce que nous appelons dans nos règlements intérieurs des jeux de hasard. C'est-à-dire que des enfants qui se constituent réseau de jeux de hasard, de ce qu'on appelle communément en société le jambo. J'en ai même à faire ces derniers temps dans mon école. C'est-à-dire que des enfants qui ont été pris, pas plus tard que, je crois, lundi, dans les faits, et qui, voilà, compromis. Ils sont maintenant comme consternés, ils ne savent pas où donner de la tête, mais c'est ça le fondement. Le fondement, c'est ce milieu qui est un milieu qui happe les enfants et les détourne donc de la norme sociale. Mais monsieur Manguele, si on parle du fait que c'est un langage qui est approprié à un certain groupe, comment expliquer le fait que l'ampleur que cela prend? C'est-à-dire les adeptes, nos enfants deviennent de plus en plus adeptes à ce langage. Qu'est-ce qui justifie cet engouement? Oui, mais tout à fait. Il faut qu'on s'identifie à un milieu. Hein? Et quand on rencontre des amis jeunes comme soi-même, qui ont donc un mode de fonctionnement, un mode d'échange, eh bien, on pense que la norme veut que je rentre dedans
que je sois accepté des autres. Parce que si je ne rentre pas dans le jeu, dans la démarche, eh bien, je vais être éjecté. Je ne vais pas être accepté des autres, je ne serai pas aimé. Donc, pour que je sois aimé, il faut que, eh bien, je me moule dans le langage. Alors là, je suis accepté par les autres. Et la communion se passe très bien, de sorte que, voilà, nous partageons même certaines commodités, un bout de pain, que sais-je encore, dans le Diambo, on m'a peut-être que j'ai tout perdu, mais quelqu'un d'autre m'a apporté son appui financier, parce que nous formons déjà une équipe. Voilà. Notre deuxième invitée nous a rejoint, Madame Micheline Samet. Elle est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Manguele. Bonsoir, madame. Vous êtes coach des parents. Votre mission au quotidien est de s'occuper des parents qui ont des difficultés avec l'autorité envers leurs enfants. Exactement. Coach, le Cameroun dénombre 268 langues, 2 langues officielles. Était-ce nécessaire pour les jeunes d'en rajouter? Bon, il faut savoir que l'intention à la base n'était pas de créer une énième langue. Ce n'était pas ça l'intention. L'intention, comme ça a été dit ici au début, c'était juste de s'identifier à un groupe. C'était juste ça. Ça veut dire que lorsque l'enfant grandit, il se rend compte que autour de lui, les gens parlent un langage qui les distingue du langage commun, qui les distingue du monde du commun, si on veut dire ça. Alors, pour avoir sa place, il doit apprendre le langage, exactement comme nous les adultes nous faisons. Pour nous faire comprendre, il faut parler la langue que la personne qui doit nous comprendre peut comprendre. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas l'intention. L'intention n'était pas de créer une nouvelle langue, mais plutôt de s'identifier à un autre groupe. Maintenant, quelquefois, les enfants se trouvent un peu pris dans un piège parce qu'ils se rendent compte que, effectivement, les gens qui parlent cette langue sont des gens d'une certaine moralité. Et quelquefois, eux, ces enfants ne s'identifient pas à ce groupe dans le sens des actions qui sont posées. Mais bon, ils se sentent pris au piège. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre à parler une langue conventionnels, ils vont se retrouver entre guillemets au banc de la société et exclus de ce groupe. Or, ils ne sont pas totalement des adultes, il leur faut leur groupe à eux, c'est un peu compliqué. Donc, lorsque les enfants entrent dans ce groupe, au début, ils sont de bonne foi, ils veulent juste être entre eux jeunes et ils parlent le langage qu'on parle lorsqu'on est jeune. Sauf qu'ils se rendent compte que en plus du langage, il y a un comportement qui va avec et qui quelquefois ne leur correspond pas. Vous connaissez très bien le cas de la drogue. Donc s'il vient, il commence à parler qu'en franglais, oui, il est venu pour le langage, mais c'était pas pour la drogue. Maintenant, il se rend compte que les deux vont ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça devient compliqué, c'est pourquoi il faut qu'on en parle. Par ce langage, coach, est-ce que les jeunes ne donnent pas l'impression aux parents qu'ils sont un peu vieux jeux? Disons plutôt que c'est un niveau de croissance qui est naturel. En psychologie, on appelle ça le sentiment de surpuissance. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il pense qu'il peut faire des choses qu'en réalité, il ne peut pas faire. Mais il a l'impression qu'il peut le faire. Et il trouve que, justement, les parents sont donc trop protecteurs, qui s'inquiètent trop pour rien, alors que c'est des choses qu'ils peuvent faire vraiment sans problème. C'est pourquoi, à un moment, il commence à faire des choses pour se détacher un peu. Vous savez, lorsque vous êtes dans un groupe de jeunes et vous êtes près de vos parents, vous êtes un peu infantilisé, vous êtes toujours dans les jupes de vos parents, les autres jeunes se moquent de vous, vous êtes poule mouillée, ainsi de suite. Alors il faut faire des choses pour montrer aux parents et aux autres qui vous regardent que vous êtes déjà grand, vous pouvez faire des choses par vous-même. Et voilà comment vous vous retrouvez donc pris dans l'engrenage de l'argot. Coach, est-ce qu'il est nécessaire pour les parents de chercher à déchiffrer ce langage? Oui, absolument. Absolument. Ceux qui me suivent, même sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai des enfants et moi, je le fais. C'est obligé. Regardez, si votre enfant est dans une chambre et vous ne savez pas ce qui se passe dans la chambre, humainement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la porte. Ça veut dire que si votre enfant se met à parler un langage que vous ne contrôlez pas, mes amis, débrouillez-vous pour comprendre ce qu'ils disent. Rappelez-vous que vous avez un devoir d'éducation. Vous devez bâtir votre enfant. Vous devez mettre des choses dans sa tête. Vous allez le faire comment s'il parle une langue et vous parlez une autre langue? Oui, nous sommes en train de dire qu'actuellement, l'argot se rapproche souvent des comportements déviants, mais trouvez un moyen pour lui parler le langage qu'il comprend. Moi, par exemple,
plus d'une fois, j'ai appris certains mots qui spécialement ne me plaisent pas. Bon, moi, mon astuce personnelle, c'est de ne pas trop demander à mes enfants parce que vous leur donnez implicitement l'impression que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font alors que ce n'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est juste de pouvoir parler un peu leur langage pour pouvoir faire passer votre message à vous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que plus d'une fois, j'ai demandé à d'autres enfants que quand on dit que j'ai un dème, ça veut dire quoi? Bon, effectivement, ils se sont mis à rire d'abord, mais on m'a expliqué. Ça fait que quand je suis venue à la maison, j'entends comment mon fils dit à sa soeur que je dis, hein, la mater, elle a un dème souvent. Donc, je comprends maintenant ce que ça veut dire et je sais comment entrer dans la conversation pour faire passer mon langage. Donc, pour moi, c'est absolu. Il faut absolument savoir. Bon, bien sûr, on ne va pas chercher tous les mots et tout ça, mais si vous ne parlez pas leur langage, comment faire passer votre message? Donc, il faut trouver un équilibre, c'est nécessaire. Monsieur Manguele, est-ce que les jeunes ont conscience de l'image qu'ils renvoient lorsqu'ils s'expriment ainsi? Oh, avoir conscience de l'image, c'est pas facile à dire, hein? C'est pas facile à dire, puisque c'est quand on est en quête d'une seconde nature et de se différencier des autres, c'est-à-dire que marquer la différence d'avec les autres, eh bien, est-ce qu'on le fait de manière voulue? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tel que je vois des choses, les enfants sont entraînés. Les enfants sont embarqués par les plus aguerris, les plus éveillés d'esprit, même si c'est un mauvais éveil qui sort de la norme. Hein, c'est un peu ça. Donc, en fait, ils n'ont pas conscience. Parce que quand on a conscience, on assume, on s'assume. Quand on les prend sur le fait, eh bien, on se rend compte qu'ils se rétractent, ils se rebiffent. C'est-à-dire donc qu'ils n'assument pas les actes qu'ils posent, ils n'assument pas ce langage-là. Peut-être qu'il leur tombe sur la tête comme une épée de Damoclès, je ne sais pas. Mais des courageux, il y en a, ils ne sont pas tous acquis à cette cause-là. Hein. Ils ne sont pas tous. Il y en a qui se démarquent. Il y en a qui ont de la personnalité et qui croient qu'ils n'ont pas de raison de se laisser happer, de se laisser gober comme ça dans une sauce, je ne sais pas, qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, et ceux-là, nous interpellons leurs camarades. Nous les invitons à regarder ce que font ces quelques camarades qui sont différents, mais dans la bonne voie, qui respectent la norme, le règlement, et qui ne sont pas toujours, qu'on ne surprend pas dans cet égarement-là. Parce que moi, je le dis, en tant qu'enseignant qui est sur le terrain depuis près d'une trentaine d'années, et qui a donc observé, qui a vu et des murs et des non-murs chez les apprenants. De sorte que je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, je suis en train d'écrire sur les enfants. Je suis en train d'écrire un roman qui ne va pas tarder à être achevé et qui va être édité. Voilà. Parce que il faudrait qu'on comprenne là où nous voulons aller. Et sans boussole, sans lanterne qui éclaire la route des gens, sans qu'on partage son expérience. Ce roman va d'ailleurs s'intituler « Mon expérience de la discipline scolaire ». Et ça veut tout dire. C'est-à-dire que là-dedans, je parle de toutes ces manières d'agir des enfants jusqu'à cette invention ultime d'une nouvelle langue qui est, vous avez appelé ça franglais. Moi, je sais pas. Moi, j'appelle ça souvent l'anglais français. Je sais pas comment même le dire. Mais on y voit le pidgin et le français. On y voit le pidgin et le français. Est-ce que c'est une quête d'une nouvelle identité? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
votre sa main, est-ce que les jeunes sont capables de distinguer les contextes où ils peuvent utiliser la langue française et ceux où ils peuvent utiliser cette langue? Manifestement, non. Si on s'en tient à ce qu'on constate sur le terrain, manifestement, non. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà être conscient qu'il y a plusieurs niveaux de langue. Donc, l'argot, c'est un niveau de langue, mais il y a d'autres niveaux de langue un peu plus élevés. Donc, plus d'une fois, vous avez des jeunes qui se retrouvent dans des endroits où ils devaient utiliser un langage conventionnel. Et je vous assure, quelquefois, ils perdent leur langage. Ils cherchent le mot qui ne revient pas. Il est conscient que le mot qui va sortir là, c'est un mot argotique, ça ne convient pas. Et puis, ils bloquent carrément. Ça veut dire que les mots argotiques ont tellement envahi son esprit que petit à petit, ça a mis de côté le langage conventionnel et les mots tels que ça devrait être prononcé. Donc, je pense que quelquefois, ils ne sont pas conscients que petit à petit, ils se font happer par un niveau de langage qui n'est propre à une toute petite partie de la société, à une toute petite partie de leur vie, en fait. Lorsque l'enfant va se retrouver devant son enseignant, comme M. Manguele, ça va de soi qu'il ne peut pas utiliser le langage argotique. Bon, on ne dit pas indem souvent. On dit donc quoi? Il ne sait plus et il bloque devant son enseignant. Ça veut dire qu'il ne s'était pas rendu compte que petit à petit, il se faisait happer carrément par un système. Donc, ils ont besoin d'être sensibilisés et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes qui existent pour le faire. Coach, est-ce qu'il est même possible de recadrer ce langage? Oui, bien sûr, c'est possible, mais pas entièrement parce que quel que soit ce que vous allez faire, puisque l'enfant rentrera dans ce milieu, il se retrouvera en train d'utiliser quand même quelques-uns de ces mots. Oui, c'est possible de rendre la situation acceptable, mais pas entièrement. Vous savez, le but, ce n'est pas que votre enfant parle le français de Molière. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de le couper entièrement de l'argot. L'argot fait partie de son quotidien. Il est né lorsqu'on parlait ce langage-là. Ça n'a pas que des mauvais côtés. C'est à nous les parents d'apprendre à trouver quel est le bon côté de l'argot. Ça veut dire que la première des choses, par exemple, c'est qu'il faut parler avec l'enfant. Il faut le sensibiliser sur le fait que les gens qui parlent cette langue se font identifier à un groupe auquel forcément lui, il n'appartient pas. Mais l'argot n'est pas quelque chose à rejeter en bloc. Non, non, il faut plutôt trouver l'équilibre. Ce qu'on veut, c'est éduquer l'enfant, c'est le discipliner. Alors, utilisons les moyens qu'il comprend. Pour certains, c'est la menace, pour d'autres, c'est la chicotte, pour d'autres, c'est la punition. Et pour d'autres, c'est parler l'argot. Monsieur Manguele, se parler tue-t-il la langue française? Oui, absolument. Absolument. Elle le dit si clairement, d'ailleurs, la consoeur, là. Parce que quand on bloque devant, n'est-ce pas, des expressions qui nous échappent finalement, parce que d'autres expressions ont pris la place, eh bien, on comprend qu'on soit en manque de vocabulaire. Et que pourquoi pas, voilà, de fil en aiguille, qu'on se retrouve en train de confondre même des partenaires de dialogue. Parce que même devant nous, il leur arrive hein, de le dire, hein, que mon camarade a une des mains, mais il est en train de me parler à moi, pas son camarade, pas un autre camarade de son groupe de ce jargon-là. Et c'est après qu'on se surprend que, attention, je suis en train de parler à qui, dans quelle langue. Et malheureusement, c'est déjà dit. Donc, le français, qui est notre langue de travail, notre langue d'école, notre langue de communication en dehors de la maison, pour ceux qui continuent au moins encore d'honorer nos cultures, parce que nos cultures ont des langues qu'on aurait même dû peut-être parler à l'école, au travail. Malheureusement, c'est la langue du colon qui nous a embrigadés, qui nous a comme, je ne sais pas moi, confisqués, pris en tenaille. Eh bien, comme c'est donc cette langue qui est notre langue d'école, notre langue de travail, et que nous parlons dans les médias qui sont suivis à l'international. C'est vrai, j'ai suivi un parent hein, qui a dit quelque chose de très important là tout à l'heure. Et cela m'a rappelé le verbe cadoter, qui vient d'être justement entériné par l'Académie française.
Mais le verbe cadoter n'existait pas dans la langue française. Mais aujourd'hui, il est pris en compte. De sorte que quand on ne suit pas l'actualité, c'est nous qui pouvons nous retrouver ridicules finalement à un moment donné quand un enfant dit « je l'ai cadoté ». Nous allons le regarder comme s'il tombait des nues. Pourtant, c'est nous qui sommes hors jeu. Parce que c'est un verbe désormais qui est accepté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les choses peuvent évoluer. Et la consoeur le dit avec maestria et j'apprécie ça. Est-ce que nous pouvons nous adapter, mais en balisant le terrain, en balisant le langage, en balisant leur expression, à mesure que nous sommes avec eux? Ce serait la meilleure des choses, le meilleur des projets qui soit pour les parents que nous sommes, pour l'école qui veille au grain. Parce que l'école est là pour donner la norme, la conduite à suivre à nos apprenants, à nos enfants, qui sont le Cameroun de demain. Monsieur Mwanguélé, à côté du parler, on a également au niveau des écrits beaucoup d'abréviations, j'y arrive. Est-ce que vous le ressentez lorsque vous corrigez par exemple leur copie? Est-ce que les enfants écrivent encore correctement aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Si je devais vous conter une anecdote, vous ririez aux larmes, hein, parce que je suis même en situation de corvée. Je ne suis plus tellement en situation de classe depuis quelques années parce que je fais partie de l'administration du lycée. Et même comme il nous est demandé d'assurer quelques heures d'enseignement, parce qu'il y a comme une pléthore d'enseignants dans ma discipline, eh bien, je n'ai plus accès à des salles de classe de près de 5 ans. Mais je viens donc, un enfant qui a fini sa corvée pour cause d'indiscipline, et qui devait donc m'adresser une lettre d'engagement, hein, selon laquelle je ne recommencerai plus jamais, je ne porterai plus d'armes blanches dangereuses dans mon sac. Eh bien, j'ai dû lui demander d'aller se faire aider par ses camarades ce matin, parce que, je vous assure, aucun accord grammatical, même la syntaxe laissait à désirer. Et vous l'avez si bien dit, des abréviations, peut-être parce qu'on tombe dans la confusion, qu'on est dehors avec ses camarades. Ça peut arriver, je vous assure, qu'on s'oublie devant une épreuve, devant une évaluation, et qu'on écrive quelque chose de façon abrégée. Et comment ça? Dans leur langage que vous avez appelé là, où c'est franc-anglais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a donc vraiment lieu de dire à nos enfants, attention, l'examen même, peut-être à notre niveau, nous en sommes encore à vous diriger, à vous amener sur des sentiers qui vous permettent de bien négocier, n'est-ce pas, la fin de l'année. Mais à l'examen, si vous teniez ce genre de langage sur les copies, ce serait fichu pour vous. Parce que l'année serait perdue, vous allez échouer. Le professeur là-bas, le correcteur, ne viendrait plus en classe vous dire qu'il fallait dire ci ou ça. Non. Vous voyez que vous aurez perdu 9 mois. Il faudrait recommencer. Voilà comment nous nous battons, nous nous échinons avec nos enfants pour les recadrer. Et je pense que ça porte du fruit. Mais pour aller dans le sens de Monsieur Mwanguélé, c'est un langage qui est déjà bien établi au sein de la jeunesse. Comment éduquer nos enfants en tant que parents par rapport à cela? Il faut parler à l'enfant. C'est la première chose que je conseillerais à un parent qui viendrait en coaching chez moi. Il faut parler à l'enfant. Parler à l'enfant dans le sens de lui dire que le langage qu'il utilise est un langage qui correspond à un certain groupe social. Est-ce que vraiment lui se reconnaît dans ce groupe social? Si vous marchez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas un bandit, lorsqu'on vient d'arrêter les bandits, est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser? Peut-être c'est au poste de police qu'on va voir qui était bandit et qui ne l'était pas. Mais si on part sur la base que tout le monde dit qu'il n'est pas bandit, il y a peu de chances que on vous relâche et qu'on les garde. Donc,
dites à l'enfant dans le langage qu'il peut comprendre qu'il est en train de prendre un risque parce qu'il se met avec des gens qui ont un langage, mais qui est lié à un certain comportement. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième des choses, c'est que nous, les parents, nous devons être équilibrés. En même temps, nous devons être le modèle de l'enfant. Nous devons être son idéal, son repère, la personne sur qui il s'appuie pour avancer. Mais en même temps, nous devons être, entre guillemets, son ami. On l'a dit plus d'une fois, le parent n'est pas l'ami de son enfant, mais le parent se fait l'ami de l'enfant pour que l'enfant lui ouvre son cœur et qu'il comprenne quel est le message qu'il veut faire passer. Donc, de ce point de vue, il faut que le parent soit équilibré. S'il fustige entièrement l'argot, il va amener son enfant à développer une double vie. Ça veut dire que l'enfant sera exemplaire, il va parler un français de Molière devant lui, et puis dès qu'il va tourner le dos, il va parler un autre langage qu'il ne reconnaît pas. Autant que l'enfant comprenne quels sont les enjeux du langage qu'il est en train de parler, donc du risque qu'il est en train de prendre, pour qu'il apprenne petit à petit à gérer. Par exemple, moi, dans ma maison, l'argot est interdit, mais je dois vous dire que ça se parle. Mais comme ils savent que c'est interdit, il y a quand même des libertés qui ne se donnent pas. Il y a certains mots qui se cachent pour dire. Et puis, ils font l'effort quand même d'être corrects. Parce que, bon, quand quelque chose est interdit, dans tous les cas, on fait quand même un peu attention. Donc, les parents doivent vraiment être équilibrés. La dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que, mes amis, ça va passer, hein. Ça va passer pour la plupart du temps. Nous-mêmes, les adultes, on a été des adolescents, on avait notre argot de notre âge et aujourd'hui, on s'est déjà jonglé entre les différents niveaux de langue. Ici, on est en train de parler un niveau de langue moyen. On a très bien la capacité de parler plus que ça et aussi moins que ça. Donc, n'en faites pas un plat. Essayez seulement de gérer les conséquences. Nous allons observer un arrêt pour prendre notre rubrique mots d'enfant et ce soir on fait un gros plan sur la jaunisse avec la pédiatre Diane Kombi. C'est un élément réalisé avec le concours de Constantin Ndomki. Alors, la jaunisse, en termes médicalitaires, est une maladie qui rend les enfants jaunes, on va dire ça tout simplement comme ça. Et donc, elle est due à un pigment qu'on appelle la bilirubine. Elle produit lorsque les globules rouges sont détruits. Et donc, ce pigment va se déverser dans le sang. Il y a deux parties normalement de la bilirubine. Une bilirubine qui est liée aux protéines et une autre qui est libre. Et c'est donc cette bilirubine libre qu'on retrouve au niveau de toutes les muqueuses et donc qui est la cause de ce qu'on appelle l'ictère. Celui dont on va parler maintenant, c'est l'ictère néonatal, donc celui qui touche les enfants qui ont moins de 28 jours, les nouveau-nés. Parce qu'on peut avoir l'ictère dans d'autres pathologies chez des enfants plus grands, mais celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ictère qui touche les nouveau-nés, donc les enfants de moins de 0 à 28 jours. Le premier symptôme, c'est la peau qui devient jaune, les muqueuses, les yeux qui deviennent jaunes, la peau qui devient jaune au fur et à mesure que le temps passe. Et en général, ça se voit mieux à la lumière du jour. Les causes de la jaunisse chez le nouveau-né sont multiples. Et la plupart du temps, les nouveau-nés sont jaunes de manière physiologique. Parce que quand ils naissent, ils ont un taux d'hémoglobine qui est très élevé. Et donc souvent, l'hémolyse de ces globules rouges-là va faire que le nouveau-né autour du 2e, 3e jour soit jaune. C'est ce qu'on appelle un ictère physiologique. Mais maintenant, dans d'autres circonstances, des maladies, par exemple, un bébé qui fait une infection néonatale peut faire un ictère. Un nouveau-né qui est né avant le terme prématuré, du fait que ses organes ne soient pas encore arrivés à maturité, peut faire un ictère parce que la bilirubine, ce pigment-là, il est métabolisé par le foie. Donc si le foie ne fonctionne pas bien, on aura un ictère. Donc les causes sont diverses, mais la plupart du temps, l'ictère est bénin. Mais toutes les fois où il est pathologique, il faut le soigner. Parce que les conséquences sont la plupart du temps irréversibles, alors que c'est une maladie facile à prendre en charge. Alors, la prise en charge, elle est simple.
une fois que on a constaté que l'enfant est jaune, donc c'est un diagnostic qui est clinique, on remarque à la lumière du jour que l'enfant a les muqueuses jaunes. On fait un examen qu'on appelle la bilirubine. On dose la bilirubine dans le sang. Et quand le taux est élevé, on met l'enfant sous une lumière bleue. On appelle cette technique la photothérapie. Donc, on met l'enfant sous une lumière bleue et donc cette bilirubine va être détruite et éliminée dans les urines et l'enfant va retrouver sa couleur normale. La complication qu'on craint le plus, c'est l'ictère nucléaire. C'est-à-dire que cette bilirubine libre qui se retrouve au niveau du sang va aller dans le cerveau, se fixer au niveau du cerveau et donc créer ce qu'on appelle une encéphalopathie. Donc créer chez l'enfant des complications neurologiques qui vont peut-être plus tard handicaper son pronostic, le rendre handicapé et puis assombrir son pronostic neurologique. Je vais plutôt dire comment prévenir les complications. C'est chaque fois qu'on remarque que nouveau-né est jaune, l'amener à l'hôpital et ne pas faire comme la plupart des parents font, le mettre au soleil pour détruire ce pigment-là. Il faut l'amener à l'hôpital. Et le médecin va l'examiner, voir si en dehors de l'ictère, il y a des signes qui orientent vers une cause. Et si on ne retrouve pas de cause et si les examens sont normaux, eh bien, on le laisse tranquille. Mais plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Donc le message ici, c'est de, chaque fois qu'un enfant est jaune, l'amener à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un professionnel compétent et que ce qui doit être fait, la prise en charge, soit optimale. C'était notre rubrique mots d'enfant sur la jaunisse et cela nous permet d'aborder la dernière partie de cette émission, le cri de cœur. Ce soir, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Madame Poutou, bonsoir aux invités sur le plateau. Je suis père de 5 enfants, marié. J'ai découvert votre émission récemment. J'avoue, j'ai été bien comblée. Je profite donc, puisque vous nous offrez cette possibilité, de poser mon problème lié à mon fils de 15 ans. Il est en classe de 3e et sèche les cours. Rien qu'au premier trimestre, il a totalisé 15 heures d'absence. Lui qui n'a rien d'un perturbateur a déjà reçu 2 avertissements. Après enquête, j'ai découvert qu'il s'est lancé dans les petits boulots par-ci, par-là. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il tient pour l'heure absolument à gagner de l'argent qui est arrivé plus tard à l'école. Je fais tout pour lui rappeler l'importance des diplômes. Je le mets en garde en lui rappelant à quoi pourrait ressembler sa vie plus tard s'il ne se mobilise pas aujourd'hui. J'ai peur qu'il finisse par se retrouver dans des mauvaises fréquentations dans la rue. Je ne sais pas quelle stratégie adopter. Je vis cette situation comme un échec personnel. J'avoue que mon épouse et moi n'avons pas beaucoup de gros moyens, mais nous nous battons pour offrir le minimum à nos enfants. J'ai besoin de votre aide pour recadrer cet enfant. J'ignore qui lui a mis cette idée dans la tête. Aidez-moi. Monsieur Manguele, quel est votre premier commentaire après avoir suivi le cri de cœur de ce parent? Oh, c'est la désolation. Hein? C'est la désolation. Elle n'est pas totale. Un enfant qui a déjà des propensions de débrouillardise, si on peut dire ainsi. Bon, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose en soi que l'enfant essaye de se frotter à la vie, aux difficultés de la vie. Bon, malgré, je sais pas moi, le fait que le travail soit interdit hein, aux enfants en fonction de leurs âges. Dans son cas, c'est l'école en réalité qui l'appelle, qui l'interpelle, qui a besoin de lui et non le travail pour l'instant. Bon, comment se fait-il donc qu'il prenne goût déjà à la recherche de
de la pitance journalière. Il faudrait essayer de réfléchir à ce niveau, n'est-ce pas? D'où lui vient l'idée de chercher déjà à gagner de l'argent, peut-être pour ses besoins, pour s'épanouir. Quel est le problème? Est-ce que c'est un camarade qui l'a détourné, qui l'induit en erreur? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, des engagements qu'il a pris auprès de ses camarades? Parce qu'il y en a il y a beaucoup de causes, hein, telles que nous les vivons au lycée. Il y en a qui prennent des engagements auprès de leurs camarades. Prête-moi 1000 francs, je te donne 10 000 francs demain. Ça existe au lycée. Nous le vivons au quotidien. Donc, il faut essayer de comprendre le fondement de cette manière d'agir. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut apporter vraiment une aide qui soit appropriée à cet enfant-là. Parce qu'il y a des services comme la consoeur, je me rends compte qu'elle travaille dans le développement personnel. C'est ça, parce que le coaching a un rapport avec ça. Mais chez nous, au lycée, nous avons plutôt des services de psychologie qui prennent en charge des enfants pour voir qu'est-ce qui peut expliquer cet amour, ce désir, ce besoin, n'est-ce pas, de gagner de l'argent. Qu'est-ce qui peut en être à l'origine? Et est-ce qu'on peut le réparer? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, le soigner au point de récupérer l'enfant, lui dire que ce n'est pas encore le moment viendra, mais pour l'instant, ce qui t'appelle, le voici, c'est ta formation, ton école. Le reste viendra avec le temps. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut. Il faut déjà analyser les causes. Il faut chercher les causes, voilà. Kossame, est-ce qu'il y a un refus scolaire pourrait se cacher derrière cette attitude? Bon, ce n'est pas dit dans du peu qu'on a pu suivre, évidemment, on n'a pas tous les détails, mais ce n'est pas ressorti. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que l'enfant est plus attiré par le fait de gagner l'argent que par le fait d'aller à l'école. Il n'y a pas quelque chose qui montrait qu'il n'aime pas les mathématiques ou il n'aime pas le français ou l'anglais. Non, non, pas du tout. Sauf que pour lui, la priorité est ailleurs, pendant que pour le père, la priorité est à l'école. Non, je ne pense pas que dans ce cas, l'enfant a un problème avec l'école. Pour la plupart même des enfants qui font l'école buissonnière, très peu ont des problèmes vraiment avec les matières, avec la formation en elle-même. Leur problème, c'est seulement que pour eux, ce n'est pas aussi important que autre chose. Certains vont rester dans les cybercafés, d'autres vont chercher de l'argent, ainsi de suite. Pour eux, c'est juste un problème de niveau d'importance, en fait. C'est un enfant quand même qui, son parent dit qu'il a le nécessaire pour être à l'école. Monsieur Manguele l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que c'est un enfant qui aurait d'autres problèmes qu'il ne dit pas à ses parents? Bon, en général, lorsque l'enfant a 15 ans, plus ou moins, c'est un être qui est assez influençable. Donc, c'est possible que dans son environnement, il y a quelqu'un qui lui en mette plein la vue. Quelqu'un qui vient à l'école avec 5 000 francs, 10 000 francs tous les jours, qui dépense, et puis là, tout le monde qui lui court après parce qu'on veut ses faveurs. Peut-être que cette façon de vivre lui manque à lui. Ça veut dire qu'il aurait envie aussi d'attirer des foules. Pourquoi pas les filles? Il a l'âge déjà il est à l'âge de l'éveil sexuel. Donc, c'est possible qu'il voit que tout le monde va se mettre après les autres, tous les jeunes qui vont après l'autre garçon, et puis lui, personne le regarde. Donc, peut-être qu'il rêve d'une autre vie. C'est le parent qui trouve que lui, il fait assez, il donne ce qui est suffisant à l'enfant. C'est du point de vue du parent que c'est suffisant à l'enfant. Mais lorsque l'enfant arrive à l'école, il voit comment les gens flambent l'argent, ainsi de suite. Ce n'est pas suffisant. Bon, maintenant, il connaît la situation à la maison. Il ne va pas venir stresser les parents encore plus. Alors, dans sa petite tête, il se dit, bon, il faut que moi, je cherche dans mon argent. Comme ça, ce sera une liberté. Je vais vivre comme je veux. Et c'est possible que ce soit ce genre d'idée qu'il y a dans sa tête et qui le pousse donc à aller chercher de l'argent. Monsieur Manguele, est-ce qu'on doit mettre cela au compte d'une quête d'autonomie? Une quête d'autonomie financière, je ne sais pas, je ne pense pas.
l'autonomie? Est-ce qu'il a un défi? Il a un défi avec ses parents qu'il voudrait relever? Est-ce qu'il a un défi avec un camarade qui a des faveurs des autres camarades, comme elle disait, et il se sent donc tout petit dans son coin parce qu'il n'a pas du répondant, financièrement parlant, de sorte qu'il faut maintenant qu'il montre à celui-là que je suis capable aussi de drainer des foules, comme tu le fais au lycée. Ne crois pas que tu es plus fort que moi. C'est autant d'hypothèses. C'est autant d'hypothèses. Mais l'autonomie à 15 ans, vous voyez, c'est également un problème d'âge. Hein. Est-ce que l'idée d'autonomie viendrait d'où chez un enfant de 15 ans? Je ne crois pas. À moins qu'il soit un enfant, qu'il soit précoce. Mais la précocité, c'est encore un adolescent, comme elle a dit. Il n'y a pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un problème. Le problème chez cet enfant serait dans le détournement, le narcissisme, c'est-à-dire qu'il veut copier quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, soit il est entouré de mauvais camarades qui brandissent leurs moyens devant lui, ce qui attise une certaine flamme en lui. Mais, comment ça? Je ne peux pas me laisser faire. Donc, défi, challenge au niveau de l'école. Sinon plus rien. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'autonomie, non. Je ne pense pas du tout. C'est un enfant qui est en classe d'examen. Le parent, visiblement, il est bouleversé. Comment l'aider à recadrer cet enfant? Oui, chercher à récupérer l'enfant. C'est vrai que nous avons un module de formation, parce que nous en sommes à l'APC aujourd'hui, qui est l'approche par les compétences. Et l'un des modules veut qu'on parle économie. L'économie est un module déjà à l'école qui prépare les enfants déjà à se prendre en charge le moment venu économiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer leur propre emploi le moment venu. Ils peuvent chercher à vivre vraiment de leur art. Mais le moment venu, comme je le dis avec insistance, et non maintenant. Donc, il y a comme une préparation. Bon, pour le cas de ce garçon, on ne le dira jamais assez. Il faudrait chercher l'amitié avec l'enfant. Ne pensons pas que c'est la voie de la brimade qui est la voie la meilleure. Non. Non, ce n'est pas toujours le cas. Cherchons à nous approprier l'enfant et à échanger avec lui pour comprendre les mobiles d'une telle sortie de piste, parce qu'il s'agit d'une sortie de piste. La bonne piste est celle de sa formation scolaire, qui lui prépare d'ailleurs la voie à cette autonomie financière. Mais pour l'instant, vraiment, il est dans la voie de l'égarement. S'il pense qu'il faut d'abord prioriser l'argent, ce n'est pas le moment. La priorité pour lui maintenant, c'est l'école. Et c'est dans un échange, dans la famille conviviale, qu'on peut trouver un terrain d'entente, qu'on peut le récupérer. Parce que sinon, on a bien peur qu'il y ait un décrochage scolaire. Coach, vous avez certainement quelques conseils à donner à ce parent? Oui, bien sûr. Vous savez qu'avec moi, je prône toujours l'équilibre, mes amis. On vit dans un monde qui impose ses règles. Les choses ne sont pas toujours comme on veut. Oui, avant, il fallait aller à l'école, finir l'école, déposer les demandes d'emploi, trouver du travail, ainsi de suite. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où on gagne l'argent de plus en plus jeune. Où est le problème?
Débrouillez-vous seulement pour qu'il ne lâche pas ce qui est important, comme ça a été dit maintenant. Mais ne vous braquez pas si l'enfant veut chercher de l'argent. Aujourd'hui, les enfants gagnent l'argent avec un clic de souris, avec leur téléphone portable et une connexion Internet. Le monde est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est à nous, les parents, de nous adapter pour lui faire une éducation financière, qui sache que c'est le rôle du parent de subvenir à ses besoins et non le contraire. Le moment va venir où il va se lancer entièrement. Mais si votre enfant est porté à chercher de l'argent, plutôt éduquez-le, formez-le pour qu'il le fasse d'une façon correcte, mais que pour l'instant, il priorise ses études. Mais il n'y a aucun problème à ce qu'un enfant cherche l'argent, tant que c'est dans les lois, dans le respect des lois établies. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette édition. Vous aussi, à la maison, vous pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de déchiffrer. Sur ce, Monsieur Mangele, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, hein, merci infiniment. Je fais une belle découverte encore cet après-midi. Merci. Kosame, merci encore pour votre contribution. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au nom de la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait McDonald Tombo à la réalisation, Sandra Ebodé à la console audio, Dalebia, il était à la caméra, Sharifa s'est occupée de notre maquillage, Cyril Nantion à la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, s'il prête à Dieu.